Évidemment, aujourd'hui, les choses sont beaucoup plus difficiles et c'est la raison pour laquelle, comme vous le disiez, on ne peut pas du tout être sûr que ce projet va aboutir. Pourquoi? Eh bien, parce qu'il présente de très grosses difficultés pour les deux parties. Pour Binyamin Netanyahou, recevoir ce que l'on appelle le kalon en Israël, c'est-à-dire la marque d'infamie qui vous interdit de tout mandat électif et qui vous fait sortir de la vie politique, c'est quand même très difficile à accepter. Nous avons le plaisir de retrouver le professeur Ilan Grel-Samer. Ilan, bonjour, Boker Tov. Bonjour, Boker Tov. Ancien professeur à l'université de Bar-Ilan et vous vouliez de Bar-Ilan, oui. Bien entendu, et nous voulions parler avec vous de cet accord de plaidoyer qui semble s'éloigner ce matin. On en parlait beaucoup au début de semaine, on disait que c'était imminent, et là ça semble s'éloigner. Pour vous, à votre avis, si vous deviez être à la fois conseiller d'Avichai Mendelblit et conseiller de Binyamin Netanyahou, vous auriez suggéré aux deux personnalités d'aller à tout prix vers un tel accord, comme le recommande par exemple l'ancien président de la Cour suprême, Aaron Barak? Écoutez, il y a des choses qui doivent se faire à temps dans la vie, et quand on laisse passer le temps, les choses deviennent beaucoup plus difficiles. Je voudrais rappeler que le principal avocat de Binyamin Netanyahou est un homme de confiance pour lui, l'avocat Weinroth, lui avait très tôt conseillé d'essayer d'obtenir cet accord de plaidoyer avec le procureur de l'État, mais à l'époque, Binyamin Netanyahou n'en avait pas voulu. Évidemment, aujourd'hui, les choses sont beaucoup plus difficiles et c'est la raison pour laquelle, comme vous le disiez, on ne peut pas du tout être sûr que ce projet va aboutir. Pourquoi ? Eh bien, parce qu'il présente de très grosses difficultés pour les deux parties. Pour Binyamin Netanyahou, recevoir ce que l'on appelle le kalon en Israël, c'est-à-dire la marque d'infamie qui vous interdit de tout mandat électif et qui vous fait sortir de la vie politique, c'est quand même très difficile à accepter pour lui, d'autant que cet accord supposerait qu'il se présente devant la Cour et devant le public en disant « j'ai menti, je vous disais qu'il n'y avait rien eu, eh bien oui, j'ai fait des malversations », ce qui s'appelle en hébreu « mirma ve'afarat emunim », qui est très grave, même si ce n'est pas le label de corruption, c'est grave, et voilà, c'est ce que j'ai fait. Et bon, disons que quelqu'un comme Netanyahou, qui a été l'un dans l'autre environ une quinzaine d'années Premier ministre d'Israël, pense à la postérité, pense à ce que l'on pensera de lui dans l'avenir. Et pour lui, avouer cela, c'est très difficile. Peut-être plus difficile encore que de quitter la vie politique. Du côté du procureur Mandelblit, lui-même est un homme qui sans doute aurait été prêt à aller au-devant de Netanyahou, mais il ne faut pas oublier qu'il a derrière lui tous ces avocats qui constituent la procure de l'État, qui sont derrière lui et qui apparemment ces derniers jours lui ont dit « mais Monsieur Mandelblit, vous êtes beaucoup trop souple avec Netanyahou, vous voulez lui donner trop, en fait, juste quelques mois de travaux pour l'intérêt du public, même pas de prison, etc. Et donc, tous ces gens qui sont au ministère de la Justice, à côté de Mandelblit, sous Mandelblit, avec Mandelblit, essayent de le freiner et d'empêcher cet accord. Donc, comme vous le disiez, si au début de la semaine, les choses paraissaient plus ou moins probables, là, je dois dire que cet accord a du plomb dans l'aile et je ne vais pas me permettre un pronostic trop avancé, mais je pense que vraiment, il est douteux que cet accord soit réalisé.
Je voudrais avoir votre appréciation d'expert en sciences politiques et également, vous connaissez le monde de la justice israélienne, mais essayez de nous donner un peu une image, un sentiment. Cette justice israélienne, il faut bien avouer, elle sort très mal, hein. Dites-moi si je me trompe, mais elle sort très mal de ce procès parce que d'un côté, on a le sentiment que tout a été fait pour inculper Binyamin Netanyahou, et puis voilà, pendant plusieurs années, il y a eu des enquêtes, il y a eu beaucoup d'argent qui a été investi sur les deniers de l'État, et puis au bout du compte, finalement, le même parquet qui a investi tant d'efforts, eh bien, serait prêt à aller vers un accord de compromis, un accord de plaidoyer. Ça peut paraître, c'est-à-dire finalement, est-ce qu'il y a une véritable justice en Israël, ou alors finalement on arrive parce que bien la justice prend du temps, eh bien on arrive à des compromis qui ne permettent pas de faire justice de manière équitable? Ben, écoutez, c'est une caractéristique finalement de la justice israélienne, ces accords de plaidoyer qui permettent aux deux côtés finalement de raccourcir les procédures. Mais en ce qui concerne Binyamin Netanyahou, il faut rappeler qu'il y a 3 chefs d'accusation et que d'après cet accord de plaidoyer, le deuxième chef d'accusation, qui s'appelle l'affaire 2000, dans lequel il y a une suspicion de corruption avec le directeur et propriétaire de Yediot Ahronot, Noni Moses, c'était quand même le dossier le plus faible des 3. Et donc, ce que dit le procureur de l'État, c'est laissons tomber ce dossier, mais l'accusation n'a laissé tomber ni le premier ni le dernier des 3 chefs d'accusation. Apparemment, il a l'accusation, enfin, d'après cet accord, l'accusation de corruption dans le dossier 4000, qui était le dossier le plus important, ou le seul où il y avait une accusation de corruption, ça aurait été aussi également balayé. Oui, écoutez, il faut que les deux parties donnent quelque chose. Donc là, on demande à Netanyahou quelque chose de très gros, de très important, de dire j'ai péché, j'ai menti. Je rappelle que dans son procès, le président de l'État, Katsav, qui pensait à l'avenir et à l'image qu'on aurait de lui ou que sa famille aurait de lui, avait refusé de dire et d'avouer ce qu'on lui demandait d'avouer. Bon, finalement, il a eu 7 ans de prison à la fin de son procès. Donc, on demande quelque chose d'assez gros, d'assez important à Netanyahou. Il faut que l'accusation donne aussi quelque chose. Bon, là, ce qu'il donne, c'est la suppression du dossier 2000, c'est la suppression, comme vous le disiez, de l'accusation de corruption dans le dossier 4000, et aussi la promesse que, finalement, Netanyahou ne fera pas de prison, mais seulement quelques travaux au bénéfice du public. Donc, c'est ça le principe en Israël de l'accord de plaidoyer. C'est quelque chose qui n'existe pas dans beaucoup de pays hors d'Israël. Personnellement, je trouve ça assez critiquable. Lorsqu'on commence un procès, eh bien, qu'on le finisse, soit en innocentant complètement la personne, soit en arrivant à une condamnation. Mais là, ça paraît quand même un peu bizarre que chacun, tout à coup, mette de l'eau dans son vin et parvienne à un accord. C'est une caractéristique du système israélien. Écoutez, vous parlez de la confiance que les gens ont. Actuellement, les gens n'ont aucune confiance, pas seulement dans le système judiciaire, mais dans la police, dans l'armée, dans le gouvernement, dans l'opposition au gouvernement. Donc, et puis surtout en cette période de corona où les instructions données par les gouvernements sont contradictoires et pratiquement changent tous les jours. Donc, ne parlons pas trop en termes de confiance du public. Pour l'instant, le public ne fait confiance à personne. Je voudrais avoir votre appréciation sur le plan politique maintenant. Vous pensez, à supposer qu'un accord est conclu malgré tout, oui. Binyamin Netanyahou devrait quitter la scène politique. Vous voyez quel scénario vous semblerait le plus plausible dans les prochains mois ? Écoutez, je dirais qu'il y a 3 scénarios, à mon avis, possibles. Et je ne me hasarderai pas à dire lequel. D'abord, il y a la possibilité
que Netanyahou parti, certains membres du Likoud décident de rejoindre Yemina et Tikva Hadasha et décident de se joindre à la coalition actuelle. D'après la loi, il suffit de 4 députés, par exemple, du Likoud, qui rejoindraient la coalition, qui en a bien besoin puisqu'elle est extrêmement juste. C'est possible, notamment ceux qui ne seraient pas contents du nouveau chef du Likoud et qui ne s'entendraient pas avec lui. La deuxième possibilité, c'est évidemment que les partis de la droite de la coalition actuelle, Yemina et Tikva Hadasha, en gros Bennett et Sa'ar, décident que, puisque maintenant le Likoud n'a plus à sa tête Netanyahou, eh bien ils sont prêts à faire une coalition avec le Likoud. À ce moment-là, la coalition actuelle se dissolverait et on verrait même sans nouvelles élections, peut-être, un nouveau gouvernement constitué du Likoud, des partis de droite de la coalition, des Haredim, des ultra-orthodoxes, par exemple. Il y a évidemment un troisième scénario, c'est que comme toute cette galerie d'hommes politiques du Likoud, ce sont des gens qui sont à couteau tiré l'un avec l'autre, qui ne peuvent pas travailler l'un avec l'autre, qu'on imagine Barkat, Israël Katz, Edelstein, Miri Regev, qui chacun se considère comme digne de prendre la suite de Netanyahou. Il peut très bien y avoir des scissions à l'intérieur du Likoud, c'est-à-dire 2 Likoud, voire 3 Likoud, évidemment avec d'autres noms. Et c'est une éventualité, étant donné le type de relation que ces gens de la direction du Likoud ont entre eux. Donc, je ne sais pas si la coalition, justement, sera renforcée ou si elle se dissolvera. Toutes les options sont en quelque sorte possibles. Encore un mot, dernier mot, il nous reste 1 minute. Vous êtes surpris de la présence, de l'implication de l'ancien président de la Cour suprême, Aaron Barak, dans ces tentatives de médiation pour parvenir à un accord de plaidoyer ? Écoutez, surpris, oui, parce que je pense qu'un ancien président de la Cour suprême à la retraite ne devrait pas se mêler de toutes ces affaires, ni dans un sens ni dans un autre d'ailleurs. Il ne devrait pas se poser ni en conseiller de Netanyahou, ni en conseiller de Mandelblit. Je pense que, à lire ce qu'on a dit de cette intervention, son image, qui était souvent celle d'un grand juriste et pour la postérité, a été quand même très entachée par son intervention. Les gens se sont dit, mais de quoi est-ce qu'il se mêle? Pourquoi est-ce qu'il intervient là-dedans? Et sinon, tout le monde peut intervenir, les anciens premiers ministres, les anciens parlementaires, les anciens juges. Et je crois qu'il fallait laisser là Netanyahou et ses conseillers face à Mandelblit et à ses conseillers et ne pas intervenir de l'extérieur. Eh bien, merci beaucoup, professeur Ilan Gretsamer, d'avoir accepté de nous faire partager votre appréciation de cette situation à la fois politique et juridique complexe autour de cet accord de plaidoyer qui semble s'éloigner ce matin.